Alors évidemment, c'est quelque chose qui vient, c'est pas un article français, donc ça évoque des molécules qu'on n'a pas toujours à disposition, mais voilà, ça s'est fait une base pour un plan pour discuter des options thérapeutiques chez ces patients. Donc voilà, toujours la même diapo que vous connaissez bien, ce qui est la survie catastrophique des patients qui échappent au Vidaza, avec une moyenne de survie en fonction des études qui est de 4 à 6 mois après échec ou arrêt de traitement. Et quand on regarde les effets des traitements qu'on choisit après échec de Vidaza, on voit que les patients qui vont vraiment très mal sont ceux qui sont en soins de support, et que les seuls patients qui ont une survie un petit peu plus longue, ici, ce sont les patients qui peuvent entrer dans des études cliniques avec de nouvelles molécules, ceux qu'on peut transplanter à la période de la rechute, et un tout petit peu ceux pour lesquels on peut faire un traitement cytotoxique de type chimiothérapie. Donc en fait, voilà ce qui est proposé, et en fait on va suivre un peu ce plan pour les choix thérapeutiques. Alors évidemment, comme c'est quelque chose, comme le Vidaza, l'AMM dans les dysplasies de bas risque, aux États-Unis, on a ici aussi l'organigramme pour les bas risques. On va s'intéresser juste aux hauts risques, puisque ici nous on parle des échecs du Vidaza chez les patients de haut risque. Voilà, donc ce qui a été proposé par les auteurs, c'est la possibilité, en cas d'échec au Vidaza, de proposer soit chez des patients FIT une chimiothérapie, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut proposer comme chimiothérapie. S'il y a un essai clinique, d'inclure le patient dans un essai clinique avec soit une thérapie ciblée, soit sinon en cas d'absence de thérapie ciblée, les discussions sur certains traitements dont je vais parler, la guadécitabine, vénétoclaste ou rigocertib. Et dans le cas où on n'a aucune de ces deux options, discuter d'un autre agent déméthylant, sachant qu'en France, un autre agent déméthylant, pour l'instant, à part la décitabine, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, avec toujours une possibilité pour ces patients, lorsqu'ils vont bien, de les orienter si possible, et si c'est compatible avec l'état du patient, vers une allogreffe. Donc je crois que j'ai commencé à parler de la chimiothérapie. Voilà, et donc en fait, c'est un article qui a évalué ce qui se passait lorsqu'on faisait une chimiothérapie classique, des chimiothérapies classiques d'induction, chez des patients qui avaient reçu un agent déméthylant et qui étaient en échec ou en rechute, avec décision derrière de réaliser une chimiothérapie. Donc c'est une étude rétrospective, hein, toujours pareil. Dans une grande majorité des patients étaient bien des patients SMD, pas des patients LAM. Par contre, une population sélectionnée, parce que bien entendu, la moyenne d'âge était de 64 ans, ce qui est normal, puisque c'est rétrospectif sur les gens qui ont reçu une chimiothérapie. Donc forcément, ça s'adresse aux patients les plus jeunes et les plus fit, en sachant que ça va quand même jusqu'à 85 ans. Donc en fait, en rétrospective, il y avait 3 types de chimiothérapie qui étaient données à ces patients. Il y avait un classique 3+7, il y avait des chimiothérapies à base d'aracitine à faible dose ou dose intermédiaire, c'est-à-dire des patients qui avaient de l'aracitine à au moins plus de 1 gramme par mètre carré. Et puis quelque chose qu'on fait pas trop ici, des analogues d'épurine, avec notamment des patients qui pouvaient être traités par exemple avec de la cladribine. Ce qui ressort de cette étude, c'est déjà des facteurs prédictifs défavorables de réponse qui ne sont pas des surprises, c'est-à-dire que ces patients-là, quand ils ont une cytogénie défavorable, on a beaucoup moins d'efficacité de la chimiothérapie avec des taux de réponse qui baissent de 45% à 28%, et lorsqu'ils sont plus de 65 ans, également un facteur prédictif défavorable de réponse à la chimiothérapie. Et le facteur prédictif favorable de réponse, c'était l'utilisation d'une chimiothérapie qui comportait de l'aracitine à forte dose ou à dose intermédiaire par rapport aux autres chimiothérapies de type 3+7 ou analogue d'épurine. Voilà, et le seul facteur prédictif défavorable de survie, toujours ce qu'on connaît très bien, c'est la cytogénétique défavorable, quelque chose qui nous fait hésiter aux chimiothérapies d'induction, donc patients avec cytogénétique défavorable. Donc lorsqu'on regarde les patients qui étaient traités par 3+7, aracitine forte dose ou analogue d'épurine, on voit qu'effectivement en termes de rémission complète ou de rémission complète avec récupération hématologique incomplète, on a un avantage pour le bras aracitine avec des taux de rémission complète qui sont pas mal du tout, 64%, hein, c'est des patients qui sont en échec de Vidaza, versus plutôt des chiffres aux alentours de 30 à 40% pour les deux autres chimiothérapies. Une mortalité à 2 mois qui n'est pas excessive, voilà. Par contre, une survie médiane qui est globalement probablement mieux que ce qu'on attend chez un patient qui a juste des simples soins de support, puisque ce qu'on sait, c'est que finalement, c'est des patients qui survivent 4 à 6 mois.
et donc des survies qui s'échelonnent entre 9 et 12 mois. Alors, autant il y a une différence sur la rémission complète, autant sur la survie, il n'y avait pas de différence dans les bras de chimiothérapie. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que parmi les patients répondeurs, ceux qui peuvent aller à l'allogreffe, il y en avait un petit peu plus dans le bras racine forte dose, et ce sont les seuls survivants un peu plus au long terme dans cette étude. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est la courbe de survie en fonction des 3 types de protocoles, avec une différence en survie qui n'est pas significative entre les 3 types de chimiothérapie. Et par contre là, un avantage de survie très net entre les patients qui peuvent bénéficier d'une allogreffe et les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une allogreffe, avec une médiane de survie qui est de 10 mois pour les patients non allogreffés jusqu'à 22 mois pour les patients allogreffés. Donc ce qui est certain, c'est que quand un patient est fit pour une chimiothérapie, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est déjà quand un patient est fit, si en plus la survie n'est pas défavorable, je pense que c'est un patient avec lequel on peut proposer une chimiothérapie. Et il faut vraiment surtout que ça serve effectivement pour l'amener à l'allogreffe s'il est greffable. Qu'est-ce qu'on a comme autre alternative de chimiothérapie? Il y a la clofarabine, qui est un analogue nucléosidique, qui a une activité clinique qui est connue dans les LL et dans les LM. Ce qu'on sait, c'est que dans les myéloses classiques, quand on utilise la dose conventionnelle à celles qui sont utilisées dans les LM et les LL, il y a une toxicité hématologique majeure avec des cytopénies très très prolongées. Mais par contre, la clofarabine a été essayée à dose plus faible. Et il y a eu une expérience d'un essai qui a été fait par le GFM chez des patients myélodysplasie de risque en échec d'azacitidine, une phase 1, en disant des schémas de clofarabine à faible dose, soit 5 à 10 mg par mètre carré de J1J5, ou alors un jour sur 2 de J1J10. Il y a 22 patients qui ont été traités, avec les toxicités, elles sont hématologiques, avec des cytopénies prolongées, et surtout infectieuses. La moitié des effets secondaires sont des problèmes infectieux, mais ils avaient quand même 36% de répondeurs après un cycle de traitement, ce qui est un chiffre qui est relativement correct. Donc comme alternative, qui est la clofarabine, qui est un produit dont on dispose, même si on n'est pas de façon stricte dans l'AMM. Et puis, quelque chose que je vous avais déjà présenté la dernière fois, cette étude qui associe faible dose de clofarabine, faible dose avec de l'aracitine, pour des patients pareils qui sont en rechute ou réfractaires à des agents déméthylants. Donc là, cette étude a concerné 70 patients avec un âge moyen un petit peu plus haut, de 72 ans, qui étaient en échec ou en rechute. Parmi ces patients, une grande partie était de haut risque avec des cytogénétiques défavorables. Et la clofarabine a été utilisée entre 10 et 15 mg par mètre carré. Il y a eu plusieurs paliers de doses et finalement, ils ont retenu plutôt 10 mg mètre carré, moins toxique de J1J5. Et la racée aux doses qu'on utilise actuellement dans la racée à faible dose, 20 mg x 2 par jour, sous-cutanée de J1J7. Le schéma, c'est de faire une induction avec la possibilité de faire une deuxième ou une troisième induction si les patients n'étaient pas en réponse complète après la première, parce qu'il y a des patients qui ont besoin de 2 inductions, voire 3 pour se mettre en rémission complète. Et ensuite, une fois obtenu la rémission complète, les patients étaient consolidés avec le même schéma, mais à dose un peu diminuée, avec seulement 3 jours de clofarabine et 5 jours d'aracitine, jusqu'à un maximum de 12 cycles. Et les cycles étaient espacés de 4 à 8 semaines en fonction de la récupération hématologique. Alors qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des taux de réponse, un taux global de réponse de 44%, ce qui est, je trouve, relativement correct. Une mortalité quand même infectieuse, pour la plupart infectieuse, donc qui n'est pas négligeable, mortalité de 9% à 6 semaines, avec des infections chez 52% des patients. Une survie médiane qui est, on va dire, voilà, bon, une survie médiane de 10 mois, c'est pas enthousiasmant, mais c'est, on va dire, un petit progrès. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la survie médiane est de 10 mois, mais pour les patients qui sont répondeurs ici, on voit que la survie médiane, elle est de 22 mois, donc ce qui commence à être des chiffres qui sont franchement beaucoup plus intéressants quand on connaît l'évolution de ces patients sans traitement. 4 mois pour les non-répondeurs, 22 mois pour les répondeurs. Donc quand ils ne répondent pas, on meurt très vite, voilà. Et quand ils répondent, on a effectivement des médianes de survie qui sont correctes. Dans cette étude-là, 13% des patients ont pu être allogreffés. Et comme avec la chimiothérapie conventionnelle, les patients qui avaient une cytogénétique complexe avaient de moins bons taux de réponse et une survie qui était plus courte, puisque la survie, là, dans cette étude, est simplement de 3 mois pour les cytogénétiques complexes. Donc voilà, donc là, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que les patients qui sont dans cette situation-là avec cytogénétique complète vont bénéficier d'une chimiothérapie, que ce soit une chimiothérapie intensive ou clofaracée. Clairement, c'est pas certain.
Qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité de chimiothérapie? On a donc le CPX 351, Vyxeos, si je ne me trompe pas, qui est maintenant commercialisé, qui est une forme liposomale de daunorubicine et d'aracitine. Donc ce médicament a été commercialisé à la suite d'une phase 3 randomisée en première ligne dans les LAM, qui a été comparé à un 3+7 classique. Et en fait, ils ont eu l'AMM dans les leucémies aiguës myéloïdes, ce qu'on appelle défavorables, c'est-à-dire les leucémies aiguës myéloïdes secondaires, les leucémies aiguës myéloïdes survenant sur un syndrome myélodysplasique, et dans les LAM avec des histoires, avec un antécédent leucémie myélomonocytaire chronique, ou alors avec les LAM de novo, mais avec des anomalies génétiques de type syndrome myélodysplasique. Alors, ce CPX 351, il a la même que pour les leucémies aiguës pour l'instant, et il n'a pas dans les myélodysplasiques, dans ce type de leucémie aiguë-là. Il faut que les patients soient fit pour un traitement intensif, parce que c'est quand même un traitement qui a une certaine toxicité, notamment avec une hématotoxicité qui est un peu plus importante que les 3+7 classiques, mais pas plus de mortalité. Et aux dernières nouvelles, le GFM envisageait, je ne sais pas où c'en est parce que j'ai raté la dernière réunion, de faire un protocole avec ce produit, soit en première ligne, soit en première ligne pour des myélodysplasies de haut risque, pour des patients fit bien entendu, soit chez des patients en rechute réfractaire après agent d'éméthylène. Hop, on revient. Voilà, donc voilà l'étude en fait avec le CPX. Alors encore une fois, ce sont les leucémies aiguës, mais effectivement on voit que la survie médiane n'est pas extraordinaire, hein, mais c'est vraiment une sélection de LAM qui sont de très mauvais pronostics. Et on a une survie médiane dans le groupe CPX qui est à peu près à presque 10 mois versus 6 mois dans le RA 3+7, des rémissions complètes à 47% versus 33% dans le 3+7, des neutropénies et thrombopénies plus prolongées, une mortalité précoce à J30 qui est là en fait c'est pas significatif, c'est aux alentours de 6 à 10%, une mortalité précoce à J60 qui est quand même pas négligeable, entre 13 et 20%. Ceci dit, je pense que dans ce genre de pathologie, avec les chimios intensifs, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas ce qu'on est habituellement. Voilà. Et ça, c'est la survie globale des patients. Alors c'est la survie patient de tous les patients, c'est la survie globale. Donc il y a un avantage en termes de réponse au traitement, il y a aussi un avantage en termes de survie. Ça, c'est des patients qui ont pu être allogreffés. Voilà, c'est ça qui me manque. Patients allogreffés, on voit que quand on peut allogreffer les patients, on a une survie médiane qui est vraiment tout à fait correcte puisque la médiane n'est pas atteinte. Donc de la même façon que pour ce qu'on a vu auparavant, quand ces patients-là sont éligibles à une chimiothérapie intensive et qu'on l'a fait, il faut les amener vers l'allogreffe si c'est possible. Voilà, en termes de chimiothérapie, c'est à peu près tout. Il faut savoir que ça va quand même concerner qu'une minorité des patients parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de patients réfractaires ou en rechute après Vidaza qui sont éligibles à une chimiothérapie intensive. Il y en a, mais ça ne représente pas la plupart des patients qui sont en général trop âgés avec trop de comorbidités pour qu'on puisse leur proposer ça. Donc la deuxième option qui était proposée, c'était de discuter d'un autre agent déméthylant. Alors qu'est-ce qu'on sait sur les autres agents déméthylants qui existent? Celui qu'on a, même si on est en dehors de l'AMM, c'est la décitabine actuellement. Il y a des études qui ont été faites, très peu d'études, quelques études rétrospectives sur des patients qui avaient reçu de la décitabine après avoir échappé au Vidaza. Et en fait, c'est à chaque fois des études avec très peu de patients, en général 10, 15, 20 patients, et avec des chiffres qui sont très variables, des taux de réponse qui vont de 0% à 20% à peu près. Mais globalement, l'étude où il y a le plus de patients, c'est l'étude rétrospective, toujours pareil, du GFM, où je crois qu'ils avaient une quarantaine de patients. Ils avaient des taux de réponse globale qui étaient de l'ordre de, je pense, 15% pour des patients Vidaza traités ensuite par décitabine, mais avec une survie qui était très courte, à 6-7 mois, donc ça n'apparaît pas un traitement super intéressant pour ces patients-là, c'est-à-dire la décitabine après de l'azacitidine, bon voilà, c'est pas quelque chose de très enthousiasmant. L'autre possibilité de type qu'on a en termes d'agent déméthylant, c'est une prodrogue de la décitabine qui s'appelle le SGI 110, la guadécitabine. Il y avait une étude de phase 1 qui avait été présentée, mais il y a au moins 2 ou 3 ans à l'ASH qui était assez enthousiasmante, avec des taux de réponse qui allaient jusqu'à 40% chez les patients qui étaient en rechute ou réfractaires au Vidaza alors qu'on n'avait pas grand-chose.
Les études qui ont été faites après cette phase précoce sont un peu moins enthousiasmantes. Et donc en fait, ça c'est l'étude de phase 2 du GFM qui a porté sur 56 patients, donc des patients qui étaient myodysplasie de haut risque ou LAM à moins de 30% de blast, qui étaient en échec ou en rechute après l'IDASA et qui étaient traités par de la guadécitabine jusqu'à progression. On a des taux de réponse globaux qui sont que de 14% sur ces 56 patients, une durée de réponse médiane qui n'est pas trop mal, de 11,5 mois. Et un peu de la même façon qu'avec la clofarabine, en fait, une survie globale qui n'est pas hyper enthousiasmante, mais par contre, pareil, chez les patients répondeurs, on note vraiment une amélioration nette, puisque la survie est de 18 mois chez les patients répondeurs. Les patients en échec de l'IDASA, c'est pas si mal que ça. Donc, un peu de déception par rapport à cette molécule, par rapport à l'étude de phase 1. Une option qui peut éventuellement être intéressante, en sachant que pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas un produit qu'on a encore. Je ne sais même pas si on aura un jour, parce que vu les résultats des phases 2, et je ne sais pas si ça va se développer beaucoup, j'ai pas d'idée sur j'ai pas d'infos sur la question. Voilà, donc en termes de switch sur les agents déméthylants qui étaient proposés dans le papier, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendaient par agent déméthylant. Je pense que, voilà, évidemment, les patients traités par ASA, des citabines ou des citabines traitées par ASA, d'accord, mais c'est vrai que les résultats ne sont pas enthousiasmants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre type de traitement? On a les thérapies ciblées. Donc, dans les thérapies ciblées sur lesquelles on a pu trouver des études chez des patients, ces patients en échec de VIDASA, il y a les essais avec le rigosertib, qui est un multikinase inhibiteur. Il y a les inhibiteurs d'IDH1 et IDH2. Tu me diras si je passe la diapo, si tu as prévu d'en parler. Donc, dans les myodysplasies aussi, tu ne parles pas que dans les LAM? Oui. Je passe. Dans les LAM. D'accord, ok. Il y a quelques études sur les inhibiteurs du spliceosome, l'immunothérapie avec les anticorps anti-PD-1 et l'inhibiteur de BCL2 avec, entre autres, le vénétoclaste. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le rigosertib, pareil, les premières études montraient des taux de réponse qui étaient intéressants. Donc, et puis finalement, là, en fait, il y a une étude de phase 3 randomisée qui a été faite. Rigosertib versus traitement de support ou best supportive care. Donc, je pense qu'il y a d'ailleurs des patients qui peuvent avoir un peu d'arration, je pense, chez des patients qui sont en échec d'agents déméthylants, l'étude randomisée. Et en fait, cette étude randomisée montre qu'il n'y a absolument aucune différence de survie entre le traitement de support seul et l'utilisation du rigosertib, avec une survie médiane qui est de 8 mois versus 6 mois, ce n'était pas significatif. Alors ils ont essayé de chercher quelque chose, donc en bidouillant un petit peu les sous-groupes, ils ont trouvé peut-être un avantage de survie dans le sous-groupe de très haut risque et en échec primaire d'agents déméthylants, mais c'est le groupe qui est le plus catastrophique, je dirais. Et l'avantage de survie, c'était 7 mois versus 3 mois, donc pas encore des choses très intéressantes. Donc le rigosertib, ça ne me paraît pas être la molécule de l'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les inhibiteurs d'IDH1 et IDH2. Bon, dans les myodysplasies, ça va peut-être apporter quelque chose, mais de façon très marginale, puisqu'en fait, les mutations d'IDH1 et d'IDH2 ne sont pas très fréquentes dans les myodysplasies. Les mutations d'IDH2, notamment, c'est présent seulement 3 à 6% des patients porteurs de SMD. Ce produit a été approuvé, il est maintenant disponible aux États-Unis pour les LM réfractaires qui sont mutés IDH2. Et il y a une ATU nominative qui existe en septembre en France dans la même indication pour les LM en rechute réfractaire. Donc voilà, c'est un produit qui est en cours d'être disponible, on va dire. Il y a une phase 1 qui a été présentée à l'ASH 2017 dans son utilisation dans des patients porteurs de myodysplasie. C'était pas tous, je suis pas sûre que c'était tous des myodysplasies de haut risque. Et il y avait quand même 50% de réponse en monothérapie, ce qui est pas mal. Et donc là, je crois que le GFM est aussi en cours de discussion pour essayer de proposer une étude. Inhibiteur d'IDH1, évosidenib, même chose, mutation très peu fréquente dans les SMD, donc ça va représenter 3% des patients. Ça veut dire que je ne sais pas si vous faites tous de la biologie moléculaire pour les myodysplasies, mais moi je ne le fais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va screener énormément de patients pour peu de débouchés, mais on va voir. Phase 1, 40% de réponse en monothérapie, présentée de la même façon à l'ASH 2017. Et là aussi, le GFM est en cours de discussion pour voir si on peut débuter une étude chez les patients qui sont IDH1 mutés. Dans les autres thérapies ciblées, l'immunothérapie avec les anticorps anti-PD-1,
Celui qui est le plus connu, le nivolumab, il y avait quelque chose, alors c'était pas l'âge 2017, je crois que c'est l'âge 2016, en phase 2, le nivolumab, avec vraiment des taux de réponse de 0%. Et par contre, en fait, dans tous ceux qui avaient été testés, l'ipilimumab a l'air un peu plus intéressant, puisque chez des patients en échec de Vidaza, en monothérapie, on avait des taux de réponse à 30%, attention sur des tout petits effectifs, parce que je pense qu'il va y avoir une dizaine de patients grand maximum. Donc quelque chose qui peut peut-être être intéressant. Les inhibiteurs du spliceosome, pour les patients qui ont ce type, pour les mutations SF3BA notamment, il n'y a que des phases 1 qui sont en cours, donc c'est encore c'est encore très précoce. Et puis, je vais vous parler un petit peu plus du vénétoclaste. Alors, le vénétoclaste, comme vous le savez, il est très intéressant dans les LM du sujet non éligible à une chimiothérapie en association soit avec les alliés, une synergie avec les agents déméthylants et avec la racitine. Donc ça, en fait, c'est une publication récente qui montre l'association vénétoclaste et agents déméthylants dans des LM du sujet âgé qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie. Voilà, et qui montre en fait des taux de réponse qui sont assez importants chez ce type de patient pour un traitement avec peu de chimiothérapie, ça dépend si on considère que l'Vidaza est une chimiothérapie, avec taux de réponse qui vont jusqu'à 60-65%, ce qui est pas mal du tout. Et avec une dose de vénétoclaste qui a l'air d'être la plus intéressante aux alentours de 400 mg. Et on a des choses assez reproductives avec l'association vénétoclaste à racitine, donc quelque chose qui est quand même, par contre, là je trouve très intéressant pour tous ces patients qu'on a qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie. Donc, de la même façon, il y a en fait des phases 1 qui sont en cours, avec le vénétoclaste associé à la racitine ou avec l'azacitidine, soit en première ligne dans les dysphasies de haut risque, ou après échec d'agents déméthylants, mais ça, ce sera probablement quelque chose de très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a du Vidaza, on a du vénétoclaste, on n'a pas la MM, mais voilà, c'est des choses qui sont, je veux dire, c'est pas des inhibiteurs qu'on n'a pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a, je trouve que c'est ce qui est le plus séduisant en fait pour l'avenir des patients, pour ces patients qui sont en échec de Vidaza. Voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai fini.